Le pouvoir ne révèle pas le caractère. Il le détruit. La croyance réconfortante selon laquelle le pouvoir n'est qu'une amplification de ce qui était déjà présent chez une personne est un mensonge que nous nous racontons pour dormir tranquille. La vérité est plus sombre et plus universelle. Le pouvoir absolu ne corrompt pas les corrompus. Il corrompt tout le monde, sans exception. Peu importe à quel point tu étais vertueux avant de l'obtenir, peu importe la fermeté de tes principes, peu importe combien tu crois que tu serais différent. Le pouvoir absolu exécute un programme neurobiologique qui réécrit qui tu es à un niveau fondamental. Ce n'est pas un test moral que certains passent et d'autres échouent. C'est une transformation psychologique inévitable, aussi prévisible que la gravité, aussi brutale que l'entropie. Et la raison pour laquelle c'est effrayant n'est pas parce qu'il existe des tyrans, c'est parce que toi, avec suffisamment de pouvoir, tu deviendrais l'un d'eux. La phrase « le pouvoir absolu corrompt absolument » a été inventée par Lord Acton en 1887, mais sa popularité ne provient pas de sa précision historique. Elle découle de sa résonance psychologique. Nous avons tous observé comment le pouvoir transforme les personnes. Le chef bienveillant qui devient tyran lorsqu'il est promu. L'activiste qui prêche l'égalité mais exploite ses followers une fois qu'il obtient une plateforme. Le révolutionnaire qui promet la libération mais établit un régime plus brutal que celui qui l'a renversé. Ce ne sont pas des cas isolés d'hypocrisie. Ce sont des manifestations d'un mécanisme psychologique si cohérent qu'il peut être prédit avec une précision scientifique. Et ce mécanisme commence par quelque chose d'apparemment innocent. La sensation d'être au-dessus des règles qui gouvernent les autres. Le cerveau humain ne s'est pas évolué pour gérer un pouvoir absolu. Pendant la majeure partie de notre histoire en tant qu'espèce, nous vivions en petits groupes où le pouvoir était distribué et constamment négocié. Un chef tribal qui abusait de sa position pouvait être défié, déposé, voire assassiné par le groupe. Ce contexte évolutif a créé des mécanismes de contrôle interne, d'empathie, de honte, de peur de la rétribution, qui modéraient le comportement égoïste. Mais ces mécanismes dépendent d'un facteur critique, les conséquences. Lorsque vous obtenez suffisamment de pouvoir pour éliminer les conséquences, ces contrôles internes commencent à s'atrophier. Pas parce que vous êtes maléfique, parce que votre cerveau optimise son fonctionnement pour votre nouvel environnement, et dans un environnement sans conséquences, l'empathie devient une dépense calorique inutile. Des études de neuroimagerie ont montré quelque chose de fascinant et d'inquiétant. Lorsque les personnes sont placées en position de pouvoir, même dans des expériences en laboratoire, où le pouvoir est artificiel et temporaire, leur activité cérébrale change. Plus précisément, les régions associées à l'empathie et à la prise de perspective, le cortex préfrontal médian et la jonction temporopariétale, montrent une activité réduite. En même temps, les régions associées à la récompense et au traitement des objectifs s'activent plus intensément. Le cerveau est littéralement en train de se reconfigurer pour se concentrer sur ce que l'individu puissant veut, tout en réduisant sa capacité à considérer ce dont les autres ont besoin. Ce n'est pas un choix conscient, c'est une adaptation neurologique. Votre cerveau fait ce qu'il fait de mieux, optimiser pour votre succès dans votre environnement actuel. Et dans un environnement où vous avez du pouvoir, le succès se définit par l'obtention de ce que vous voulez, et non par la considération des autres. Cette transformation neurologique se manifeste d'abord par des changements subtils de comportement. Les personnes en position de pouvoir interrompent davantage lors des conversations. Elles prennent plus de nourriture dans des plats partagés. Elles se garent de manière à bloquer les autres. Elles trichent plus fréquemment dans les jeux. Elles mentent plus facilement. Et de manière cruciale, elles ne ressentent pas la culpabilité ou la honte que des personnes sans pouvoir ressentiraient en faisant les mêmes choses. Le psychologue Daché Keltner a étudié cela de manière approfondie et appelle ce phénomène la paradoxe du pouvoir. Les qualités qui vous aident à obtenir du pouvoir, comme l'empathie, la collaboration, la considération pour les autres, sont systématiquement érodées par le pouvoir lui-même une fois que vous l'avez. Le pouvoir vous rend pire dans les compétences que vous utilisiez pour l'obtenir. Pas éventuellement. Immédiatement. Philippe Zimbardo l'a démontré avec une brutalité effrayante lors de l'expérience de la prison de Stanford en 1971.
Il a pris des étudiants universitaires normaux, psychologiquement stables selon des évaluations préalables, et les a répartis aléatoirement en gardiens et prisonniers dans une prison simulée. Les gardiens ont reçu des uniformes, des matraques et une autorité arbitraire. Les prisonniers ont reçu des numéros et de l'humiliation. L'expérience devait durer 2 semaines. Elle a dû être annulée après 6 jours parce que les gardiens étaient devenus sadiques. Pas progressivement. Pas après des semaines de déshumanisation. En quelques jours, ils concevaient des punitions psychologiques élaborées, privant les prisonniers de sommeil, les forçant à nettoyer des toilettes à main nue, les soumettaient à des humiliations sexuelles. Ce sont des étudiants de Stanford, de jeunes privilégiés sans antécédents de violence, agissant avec une cruauté qu'il aurait été difficile d'imaginer quelques jours auparavant. Et voici ce qui est crucial. Ils ne prenaient pas plaisir à la cruauté malgré le pouvoir. Ils prenaient plaisir à la cruauté parce que le pouvoir l'avait normalisée. Le système carcéral avait créé des rôles où certains comportements étaient attendus, voire requis. Et une fois que le cerveau catégorise un comportement comme faisant partie de votre rôle, la dissonance cognitive disparaît. Vous n'êtes plus cruel. Vous maintenez l'ordre. Vous n'abusez plus. Vous exercez une autorité légitime. Le pouvoir ne vous permet pas simplement de mal agir. Il redéfinit ce que signifie mal agir, jusqu'à ce que des actions qui vous auraient horrifié auparavant deviennent simplement une partie de votre travail. Zimbardo a dû arrêter l'expérience non pas parce que les gardiens se rebellaient contre leur rôle. Il a dû l'arrêter parce qu'il s'y était trop profondément immergé. Mais l'expérience de Stanford a été critiquée pour son manque de réalisme. Les étudiants savaient que c'était une expérience. Ils savaient que c'était temporaire. Que se passe-t-il lorsque le pouvoir est réel, permanent, soutenu par des structures institutionnelles complètes? L'histoire fournit de nombreuses réponses et chacune confirme le même schéma. Staline a commencé comme un révolutionnaire idéaliste dédié à libérer le prolétariat. Il a fini par tuer des millions, y compris ses propres camarades, lors de purges paranoïaques où n'importe qui pouvait être déclaré ennemi de l'État pour le crime d'exister près du pouvoir. Mao a dirigé une révolution en promettant égalité et justice. Son grand bond en avant a provoqué une famine qui a tué environ 40 millions de personnes. Et lorsqu'il a été informé du désastre, sa réponse a été d'intensifier les politiques qui le causaient. Pol Pot voulait créer une société utopique agricole. Vació ciudades, ejecutó a intelectuales por el crimen de usar anteojos, convirtió a Camboya en un campo de exterminio donde murió una cuarta parte de la población. Estos hombres no comenzaron como monstruos. Esa es la lección que la historia prefiere ignorar porque es demasiado perturbadora. Comenzaron como idealistas, revolucionarios que genuinamente creían que estaban sirviendo al bien mayor. Pero una vez que obtuvieron poder absoluto, una vez que pudieron eliminar cualquier voz que cuestionara sus decisiones, una vez que rodearon con aduladores que solo reflejaban sus deseos, su percepción de la realidad se distorsionó completamente. Cada decisión destructiva era racionalizada como necesaria. Cada atrocidad era justificada como servicio a un ideal más alto. El poder no los hizo malvados, los hizo incapaces de reconocer su propia maldad. Les dio la capacidad de redefinir cualquier acción, sin importar cuán brutal, como moralmente correcta porque servía à sus objetivos. Et cela nous mène à un mécanisme psychologique encore plus insidieux qui opère dans tous les contextes de pouvoir, pas seulement dans les dictatures. C'est le phénomène de la désindividuation morale. Lorsque vous avez suffisamment de pouvoir, vous cessez de voir les personnes que vous affectez comme des individus avec des vies complexes et une dignité inhérente. Elles deviennent des abstractions, des chiffres dans des rapports, des ressources à optimiser, des obstacles à éliminer. Un PDG qui licencie 5000 employés pour augmenter le cours de l'action ne vit pas cela comme la destruction de 5000 vies, la déstabilisation de 5000 familles, l'anéantissement de décennies de travail et de contributions. Il le perçoit comme une décision stratégique intelligente. Les employés ne sont pas des personnes. Ce sont des lignes dans une feuille de calcul. Ce n'est pas une cruauté consciente. C'est le résultat inévitable d'opérer à des échelles où l'empathie individuelle est computationnellement impossible.
Albert Bandura a étudié ce processus de manière approfondie et l'a appelé « déconnexion morale ». Il a identifié plusieurs mécanismes psychologiques permettant à des personnes en position de pouvoir de commettre des atrocités sans ressentir de culpabilité. Le premier est la justification morale, où des actions nuisibles sont encadrées comme un service à des causes supérieures. Bombarder des civils devient libérer un pays. Exploiter des travailleurs devient créer des emplois. Polluer l'environnement devient stimuler la croissance économique. Le second est le langage euphémistique, où les actions sont décrites en termes qui dissimulent leur réalité. Tu ne tues pas des gens. Tu neutralises des menaces. Tu ne tortures pas. Tu utilises des techniques d'interrogatoire améliorées. Tu ne détruis pas des communautés. Tu mets en œuvre un développement urbain. Le langage ne se contente pas de décrire la réalité. Il la reconstruit de manière qui permette à ton psychisme de tolérer ce que tu fais. Le troisième mécanisme est la comparaison avantageuse. Toute action peut sembler acceptable si vous la comparez à quelque chose de pire. Oui, j'exploite mes employés, mais au moins je ne les réduis pas en esclavage. Oui, je détruis des écosystèmes, mais d'autres entreprises sont pires. Oui, je m'enrichis pendant que d'autres souffrent, mais je ne suis pas aussi riche que les milliardaires. Cette logique permet n'importe quel niveau de comportement destructeur tant que vous pouvez pointer quelqu'un de pire. Le quatrième mécanisme est le déplacement de la responsabilité. Ce n'était pas vraiment votre décision. Vous suiviez des ordres. Vous remplissiez votre devoir fiduciaire. Vous faisiez ce que le marché exigeait. Vous mettiez en œuvre une politique établie. Le pouvoir vous donne accès à des structures qui peuvent absorber la responsabilité morale, vous laissant techniquement coupable, mais psychologiquement libre. Et le cinquième mécanisme, peut-être le plus puissant, est la déshumanisation. Lorsque vous avez suffisamment de pouvoir sur un groupe, votre cerveau commence à les traiter non comme des êtres humains complets, mais comme quelque chose de moindre. Cela a été démontré par des études en résonance magnétique. Lorsque des personnes voient des images d'individus sans abri ou de toxicomanes, les régions du cerveau qui s'activent normalement lors du traitement d'autres humains, le cortex préfrontal médian, montrent une activité réduite. En revanche, des régions associées au traitement des objets s'activent. Littéralement, au niveau neurologique, le cerveau cesse de les catégoriser comme des humains complets. Et si vous avez du pouvoir sur eux, si vous pouvez prendre des décisions qui affectent leur vie sans conséquence pour vous, cette déshumanisation s'intensifie. Ils deviennent des problèmes à résoudre, non des personnes à considérer. Et une fois qu'une personne a été déshumanisée dans votre esprit, tout niveau de maltraitance devient psychologiquement tolérable. Mais le pouvoir ne change pas seulement la façon dont vous voyez les autres. Il change aussi la façon dont vous vous voyez vous-même. Le phénomène du narcissisme induit par le pouvoir est bien documenté. Lorsque vous obtenez du pouvoir, surtout si vous réussissez de manière visible, votre cerveau commence à attribuer ce succès uniquement à vos qualités personnelles. Vous ignorez le rôle du contexte, de la chance, des contributions des autres, des systèmes qui vous ont soutenu. Vous devenez le protagoniste d'un récit où tout le mérite vous revient. Et ce récit se renforce constamment parce que les personnes avec moins de pouvoir ont intérêt à vous flatter. Elles vous disent que vous êtes brillant, visionnaire, indispensable. Et votre cerveau, inondé de signaux de statut élevé, commence à le croire. Pas parce que vous êtes vaniteux consciemment, mais parce que votre cerveau intègre toutes les informations qu'il reçoit. Et toutes ces informations confirment votre exceptionnalité. Cette transformation narcissique a des conséquences prévisibles. Vous commencez à croire que les règles qui s'appliquent aux autres ne s'appliquent pas à vous. Pas parce que vous décidez consciemment de les violer. Parce que vous croyez sincèrement que vous êtes différent, que votre situation est spéciale, que les restrictions normales ne s'appliquent pas à des cas exceptionnels comme le vôtre. Les psychologues appellent cela l'hypocrisie morale, et c'est endémique chez les personnes au pouvoir. Le politicien qui prêche des valeurs familiales tout en ayant des aventures. Le PDG qui exige de l'austérité de la part des employés tout en recevant des bonus stratosphériques. Le leader religieux qui prêche l'humilité tout en vivant dans l'opulence. Ceux-ci ne sont pas nécessairement des hypocrites conscients. Ce sont des personnes dont la psychologie a été reconfigurée par le pouvoir
pour créer des catégories morales séparées, des règles pour les masses et des exceptions pour eux. Et voici ce qui rend cela particulièrement dangereux. Le pouvoir ne corrompt pas seulement l'individu. Il corrompt tous ceux qui l'entourent. Il crée des systèmes de flatterie où dire la vérité au pouvoir est puni et renforcer les illusions du puissant est récompensé. Si vous travaillez pour quelqu'un doté d'un pouvoir absolu, votre survie dépend de ne pas remettre en question ses décisions. Vous développez alors ce qu'on appelle l'autocensure anticipatoire. Vous n'attendez même pas d'être puni pour dissentir. Vous ne dissentissez tout simplement pas. Vous internalisez les désirs du puissant et les présentez comme vos propres conclusions. Et le puissant, entouré uniquement de personnes qui sont d'accord avec lui, reçoit constamment la confirmation que ses décisions sont correctes. Une chambre d'écho se crée où la réalité est systématiquement déformée pour protéger la vision du monde du leader. Cette dynamique explique pourquoi pratiquement tous les dictateurs prennent finalement des décisions catastrophiquement stupides. Pas parce qu'ils sont stupides, parce qu'ils ont été isolés de toute information contredisant leurs croyances. Hitler envahissant la Russie en hiver. Napoléon commettant la même erreur. Staline exécutant ses généraux les plus compétents juste avant une guerre. Mao insistant sur des politiques agricoles, provoquant la famine alors que ses subordonnés lui montraient des champs falsifiés avec du grain importé pour lui faire croire que les récoltes étaient réussies. Dans chaque cas, le leader opérait avec une carte de la réalité complètement déformée, construite par des subordonnés terrifiés qui savaient que les messagers de mauvaises nouvelles étaient punis. Le pouvoir absolu ne vous corrompt pas seulement moralement. Il vous rend épistémiquement dysfonctionnel. Il vous rend incapable de percevoir la réalité avec précision parce que tous ceux qui vous entourent ont des incitations à vous mentir. Mais cela ne se limite pas aux dictateurs. Il opère dans toute structure hiérarchique avec une concentration suffisante de pouvoir. Des entreprises où les PDG prennent des décisions désastreuses parce que personne dans la salle de réunion n'ose leur contredire. Des familles où des patriarches abusifs maintiennent leur contrôle parce que tous les membres ont appris que les défier entraîne des sanctions. Des institutions religieuses où des leaders exploitent sexuellement leurs followers parce que leur position d'autorité spirituelle fait douter les victimes de leur propre perception. Des laboratoires académiques où des professeurs établis exploitent des étudiants de 3e cycle parce que le système de pouvoir est si asymétrique que les victimes n'ont pas de recours effectif. Dans chaque contexte, la même mécanique. Concentration du pouvoir plus, absence de reddition de comptes équivaut à une corruption inévitable. Et la partie la plus troublante est que cela ne nécessite pas des personnes exceptionnellement mauvaises. L'expérience de Milgram l'a démontré de manière dévastatrice. Stanley Milgram cherchait à comprendre comment des citoyens allemands ordinaires ont participé à l'Holocauste. Il a conçu une expérience où les participants étaient instruits par une figure d'autorité d'administrer des décharges électriques à une autre personne, allant jusqu'à des niveaux potentiellement mortels. La personne recevant les décharges était un acteur feignant une douleur croissante, finissant par tomber silencieusement. 65% des participants ont administré la décharge maximale. Pas parce qu'ils étaient sadiques, parce qu'une autorité leur avait dit de continuer. La présence d'un pouvoir légitime a suffi pour que la majorité des personnes normales soient prêtes à tuer quelqu'un. Elles n'en prenaient pas plaisir. Beaucoup montraient un stress extrême, mais elles continuaient. Le pouvoir de l'autorité surpassait leur propre jugement moral. Cela révèle quelque chose de fondamental sur la façon dont le pouvoir corrompt même ceux qui ne le détiennent pas directement. Lorsque vous êtes en présence de pouvoir, lorsque vous êtes subordonné à quelqu'un ayant une autorité sur vous, votre agence morale est compromise. Vous commencez à transférer la responsabilité vers le haut. Vous n'êtes plus celui qui prend des décisions. Vous suivez des ordres. Et ce transfert de responsabilité est psychologiquement séduisant, car il vous libère de la culpabilité. Chaque soldat ayant commis des atrocités dans chaque guerre, chaque employé d'entreprise ayant appliqué des politiques qu'il savait nuisibles à autrui, chaque bureaucrate traitant des paperasses, envoyant des gens dans des camps de concentration, tous opérant selon la même logique. Je ne fais que suivre des instructions. Le système absorbe la responsabilité morale, vous laissant techniquement coupable, mais subjectivement innocent. Et cela nous mène à la conclusion la plus sombre. Le pouvoir absolu
ne corrompt pas simplement l'individu qui le détient. Il corrompt tout le système. Il crée des structures où l'immoralité n'est pas une aberration, mais une fonction normale. Où la cruauté n'est pas un crime, mais une procédure standard. Où l'exploitation n'est pas un scandale, mais un modèle d'affaires. Et tous dans le système, du leader au subordonné le plus bas, participent à cette corruption tout en rationalisant leur participation. Le leader se dit que ses décisions sont nécessaires pour le bien supérieur. Les subordonnés se disent qu'ils font simplement leur travail. Personne ne se sent responsable. Tous sont coupables. La seule protection contre cette corruption systématique est la répartition du pouvoir. Lorsqu'aucun individu ou groupe ne détient un pouvoir absolu, lorsqu'il existe de véritables contrepoids, lorsque la reddition de comptes est fonctionnelle, la corruption peut être contenue. Non éliminée, car tout pouvoir comporte un certain niveau de corruption, mais limité. Les démocraties fonctionnelles comprennent cela instinctivement. C'est pourquoi elles ont une séparation des pouvoirs. C'est pourquoi elles organisent des élections régulières. C'est pourquoi elles garantissent la liberté de la presse. Pas parce que les politiciens dans les démocraties sont moralement supérieurs aux dictateurs. Parce que les structures limitent le degré de dommages qu'ils peuvent causer avant d'être démis de leurs fonctions. La vertu personnelle est sans importance. La structure institutionnelle est tout. Mais même les démocraties sont constamment menacées par des concentrations de pouvoir. Des corporations devenues si grandes qu'elles peuvent capturer des régulateurs. Des partis politiques qui manipulent les élections par gerrymandering. Des médias concentrés entre peu de mains. Une richesse accumulée dans des pourcentages de plus en plus petits de la population. Chacune de ces concentrations crée des poches de pouvoir absolu où la corruption opère sans restriction. Et les personnes au sein de ces systèmes, des PDG aux législateurs, en passant par les journalistes et les citoyens ordinaires, participent tous à des degrés variables. Tous rationalisent leur participation. Tous contribuent à des structures qu'ils savent corrompues, mais auxquelles ils se sentent impuissants à changer. Alors la dernière question, la seule qui compte vraiment, n'est pas si le pouvoir absolu corrompt. C'est établi. La question est ce que tu ferais avec un pouvoir absolu. Et la réponse honnête, celle que ton ego résistera avec chaque mécanisme de défense qu'il possède, c'est que tu te corromprais exactement comme tous les autres. Pas parce que tu es mauvais, parce que ton cerveau ferait ce que tous les cerveaux font quand on élimine les restrictions extérieures. Optimiser pour tes désirs, tout en atrophiant ta capacité à considérer les autres. Tu te dirais les mêmes mensonges que tous les puissants se disent, que tu es différent, que tes actions sont justifiées, que ceux qui souffrent de tes décisions exagèrent ou méritent leur destin, que les règles que tu appliques aux autres ne s'appliquent pas à toi parce que ta situation est exceptionnelle. Tu ne choisirais pas consciemment la corruption. Tu te réveillerais simplement un jour et découvrirais que tu es devenu exactement le type de personne que tu avais promis de ne jamais devenir. La seule différence entre toi et les tyrans que tu étudies avec horreur n'est pas que tu sois moralement supérieur. C'est que tu n'as jamais eu assez de pouvoir pour prouver le contraire. Et peut-être devrais-tu en être reconnaissant. Car l'alternative, découvrir à quel point tu deviendrais corrompu avec un pouvoir absolu, est une vérité sur toi-même que tu ne pourrais probablement pas supporter d'affronter. La question n'est pas de savoir si tu te corromprais. C'est de combien de pouvoir tu aurais besoin avant de commencer à justifier l'injustifiable, avant de rationaliser l'irrationnel, avant de devenir le méchant de l'histoire de quelqu'un d'autre, tout en restant le héros de la tienne. Le sais-tu? Veux-tu vraiment le savoir? Ou préfères-tu le confort de ne jamais être mis à l'épreuve, de pouvoir croire que tu serais différent, que tes principes resteraient intacts, que le pouvoir te révélerait plutôt qu'il ne te détruirait? Cette croyance est le mensonge le plus séduisant que tu peux te raconter. Et le fait que tu y crois ne te rend pas vertueux. Il te fait exactement comme tous ceux qui sont venus avant toi, convaincus de leur exceptionnalité, sûrs qu'ils seraient différents, jusqu'à ce que le pouvoir leur démontre le contraire. Qu'est-ce que le pouvoir découvrirait sur toi?